Bienvenue à tous dans Ça se discute. Nous allons discuter de quelques sujets de l'actualité avec nos invités. Julio Tometti, bonsoir. Bonsoir Stanislas, bonsoir au plateau. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être là, juriste, analyste politique. Théodule Moussa, merci d'être resté avec nous. Oui, je dois être là et je le suis, j'y serai avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Il y a justement quelques informations dont nous allons parler. Déjà, il y a cette découverte qui a été faite d'une usine de fabrication de boissons frelatées dans notre pays. Il faudrait quand même qu'on en dise un mot. Je vous donne la lecture de l'information. La police a procédé dans la matinée du mercredi 19 janvier 2022 au démantèlement d'un réseau de boissons frelatées à un quartier de l'arrondissement de Ataké, commune de Savalou. Selon les sources policières, 4 individus en pleine préparation de boissons frelatées ont été interpellés mercredi dans un domicile. La perquisition a permis de saisir 256 bouteilles de boissons alcoolisées de 1 litre, 106 bouteilles vides de 1 litre, 60 litres d'alcool appelé sodabi, des boîtes de colorants, une voiture de motocyclette chargée de boissons et d'autres objets pour le conditionnement des boissons. Les membres du dit réseau sont spécialisés aussi dans la fabrication des whisky et autres liqueurs. Ils devront donc répondre devant la justice. Julio Tometti, nous savons que les périodes festives sont passées, les fêtes de fin d'année sont passées. Le mois de janvier est court, mais on a démantelé ce réseau de fabrication de boissons frelatées. Quelle est votre première analyse? Non, vous savez, ça, c'est pas d'aujourd'hui. Et la fabrication de ces boissons frelatées n'est pas qu'en période ou bien à la veille des fêtes, parce que vous savez, les Béninois boivent tous les jours, comme dans tous les pays. Donc, la commercialisation de ces produits, c'est carrément comme une denrée quotidienne. Et donc, ces supposés fournisseurs aussi sont là pour en fournir. Comme je le disais, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça a été une pratique que les Béninois ont toujours dénoncée. Mais j'ai comme l'impression que les autorités policières, et en particulier et le ministère du Commerce et le ministère de la Santé n'ont pas pris très vite la chose au sérieux, ou bien est-ce que ce sont les populations qui ne dénoncent pas assez? L'autre chose, c'est que la dénonciation en question, ce ne sont pas des dénonciations formelles, ce sont peut-être des soupçons et bon, on se le chuchote. Il y a par exemple des bars indiqués dans ce Cotonou où on soupçonne que tel type de bière, est-ce que c'est vraiment, quand vous buvez, est-ce que c'est vraiment par exemple de la Sobrebra et tout. Donc ça pose un véritable problème. Ce qu'il y a à demander, c'est que avec la coopération des populations, que les forces de l'ordre continuent de travailler pour démanteler, s'il en existe encore, tous ces trafiquants-là, je les appelle trafiquants, tous ces empoisonneurs, comme quelqu'un aime le dire, parce que servir, quand vous voyez quelque peu pour ce que nous avons vu, je ne sais pas forcément si c'est peut-être au Bénin, mais les conditions dans lesquelles ces boissons sont fabriquées, carrément, ce serait mieux carrément même des fois de boire l'eau du caniveau que de consommer de ces boissons-là, parce que c'est vraiment, non, c'est vraiment du poison. Lorsque vous voyez les conditions, les entrepôts, comment c'est fait, Stanislas, je ne vous le souhaite pas. Si vous le buvez inconsciemment, la plupart du temps, ça, bon, peut-être qu'il y a l'effet psychologique, vous n'avez rien. Mais si vous savez d'où ça vient, c'est pas sûr que vous pouvez résister, comment dire, si votre santé ne pourra pas résister. Donc, il est encouragé que les forces de sécurité de France continuent le travail pour démanteler s'il y en a encore tous ces fabricants-là. Théodule, comment penser quand même que ces réseaux, puisqu'il s'agit d'un réseau, ils sont bien huilés, bien organisés,
il y a toute une chaîne de production comme si c'était à la régulière, comme si c'était une activité autorisée, et ils le font depuis plusieurs années. Oui, Julien l'a dit tout à l'heure, ce sont des activités qui ne datent pas d'aujourd'hui. Vous savez, réseau de fabrication de boissons frelatés, c'est dans presque toutes les régions du pays. Et souvent, vous allez constater que c'est dans les coins reculés du pays. Pendant longtemps, il y a une zone du pays qui a traîné ce nom de... En tout cas, où les boissons frelatées se fabriquent. Quand on parle de boissons, billets, etc. Se fabriqueraient. Se fabriqueraient. Voilà, se fabriqueraient. Sinon même, on se souvient, en temps, la police avait fait une descente, il y a pris des gens. Mais ce sont des réseaux qui se créent, qui s'organisent au quotidien. Et puis, qui sait, à l'heure où nous discutons de ce sujet, à l'heure où nous sommes en direct sur le plateau, il y a certainement, je dirais pas effectivement, mais certainement des réseaux encore qui sont en activité et qui fabriquent ces boissons. Vous savez, les gens profitent beaucoup plus de la période des fêtes. Vous savez, tout le monde, c'est la fête, on en a discuté sur ce plateau. C'est la période des fêtes, les gens veulent fêter, acheter des boissons, etc., etc. Moi, personnellement, moi qui vous parle, j'ai été malheureusement victime de ça. Oula. Oui, j'ai été victime de ça, où j'ai voulu acheter... je crois que ça doit être du bonnet ou quoi. Ça fait il y a environ 3 ou 4 ans. Eh bien... Ah, ce n'est pas cette année. Ce n'est pas cette année. Ah, d'accord. Ça, ce n'est pas cette année. D'accord. En tout cas, j'ai été victime de ça. J'ai acheté, mais arrivé à la maison, oh là là, c'était autre chose que j'avais découvert. Bon, et j'en avais qu'à prendre à moi-même. Le fait est là. Nous, est-ce que nous allons... moi, je crois que la faute est beaucoup plus aux autorités locales et aux populations, parce que ceux-là, ces personnes qui organisent ces opérations, qui organisent ces réseaux, ce sont nos parents, ce sont nos proches, ce sont nos amis. Et nous savons bien qu'ils sont en train d'organiser de pareilles opérations, de faire des trucs. Mais du soda, mais c'est de chez nous, c'est la boisson alcoolisée, l'alcool de chez nous. Ça se fabrique quelque part. Et nous savons, nous qui sommes autour de cela, nous savons qu'il y a de tels réseaux qui s'organisent. Alors pourquoi ne pas dénoncer à chaque fois? Quelque part, nous sommes complices de ces mauvaises opérations, de ces mauvais comportements. Nous sommes complices parce que c'est un cousin, nous sommes complices parce que c'est un parent, nous sommes complices parce qu'on ne veut pas en parler, de peur de déclencher, en tout cas, le mécontentement de la famille, des voisins, etc. Beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu, qui font que, eh bien, les gens ne dénoncent pas parce qu'ils en profitent d'une manière ou d'une autre. Je crois que ce n'est pas du tout bien. Nous n'allons pas continuer à encourager de ces manières de faire, de ces comportements, de ces activités, et qui intoxiquent, qui tuent la population, parce que là, il s'agit de la santé publique. Vous prenez de l'alcool qui est quand même qui nuit à la santé, et pourtant on en prend en satiété. Il y en a au petit matin, ils doivent prendre leur bon verre de bon vin, bon verre de whisky, en tout cas de ces boissons-là, ou de soda-bi. Mais quand même, tout le monde sait que ça nuit à la santé, et on encourage, on est là, on assiste à ces scènes. Je crois que nous devons tous redoubler d'efforts, c'est-à-dire mettre l'accent sur la responsabilité des autorités locales aujourd'hui, parce que c'est pas pour rien qu'on est en train de responsabiliser, nos localités, entendez, chef de quartier, conseiller, chef d'arrondissement, maire, pour qu'on surveille, pour que nous surveillons. La surveillance, elle doit être aujourd'hui réciproque, pour qu'on dénonce ces comportements, parce que il s'agit de nos populations, et ce n'est pas conseillé de rentrer dans ces activités qui au finish, nous amènent très loin. Le cas, parce que la police a mis la main sur ceux-là, qui sait. Et pourtant, les gens apprennent.
qu'il y a des opérations qui sont faites, des gens qui sont pris et pourtant ils continuent. Et donc nous avons à notre niveau une grande responsabilité pour que ces opérations ne continuent plus. Julio, est-ce que c'est si facile de dénoncer les personnes qui font dans ce genre d'activité? Quand on sait quand même, et beaucoup vous le diront, que ça leur apporte énormément d'argent, ils n'ont peut-être pas fait fortune, mais ça leur permet quand même de subvenir à leurs besoins au quotidien et à ceux de leur famille. Et ceci au détriment de la santé des populations, puisque vous le disiez tout à l'heure, ce qu'on consomme quand même, quand c'est consommé, ça peut nuire à la santé et ça peut même causer la mort. Pensez-vous que ces Béninois qui font dans ce genre d'activité maîtrisent ou ont une idée des conséquences que cela engendre sur la santé des populations? Premièrement, par rapport à la dénonciation, je pense qu'on doit dénoncer, parce que dénoncer en cette matière, même si c'est une œuvre de salubrité publique. Et il faut le dire, c'est une œuvre de salubrité publique de dénoncer. Il suffit d'aller, on n'a même pas besoin de connaître votre identité, il suffit d'aller dans l'unité de police la plus proche. Lorsque vous avez l'information de ce qu'il y a telle chose qui se fait ici, le mieux, la citoyenneté recommande que l'on dénonce, parce que le faisant, c'est protéger, en fait, préserver les populations à ne pas ingurgiter de n'importe quoi. Est-ce que ceux-là savent aussi ce qu'il faut être dangereux? Vous savez, le délinquant ne se pose pas la question, le délinquant sait. Le délinquant, c'est très bien. Seulement, ce qui lui importe, quelles que soient les conséquences, c'est que lui, qu'est-ce qu'il a à gagner, en fait. Donc, lui se dit, c'est comme ça, je gagne ma vie. Et donc, quoi que l'on fasse, je continuerai jusqu'à ce que, éventuellement, peut-être, on me mette la main là-dessus. Donc, c'est pas qu'ils ne sont pas, ne pas le savoir. Et sinon, ils ne le feront pas cacher. Tout ce que vous faites et que vous êtes obligé de vous cacher, c'est que vous avez conscience que vous êtes, hors la loi, si l'on peut s'exprimer ainsi. Et donc, il y a lieu, de traquer cela fondamentalement. L'autre chose à relever, c'est que au-delà de la fabrication, de la production de ces produits-là, il y a un circuit de commercialisation, d'accord, très bien huilé pour, acheminer ces produits, d'accord, vers les marchés et pour le mêler, d'accord, aux produits, aux liqueurs formelles, et ça fait un tout. Donc, à un moment donné, on ne sait plus généralement c'est quoi, puisqu'il est arrivé même ici. On a par exemple le cas dont parle Théodule dans une région du Bénin, que même des chauffeurs de trucs là, de la société béninoise, en complicité, je le dis comme ça, seraient en complicité avec de ces fabricants-là pour échanger, d'accord, généralement les livraisons contre quelques casiers de ces produits-là que l'on essaie rapidement dans les boissons à convoyer dans différents entrepôts. Et donc, il y a un circuit qui existe. Et c'est pourquoi, moi, je me demande ce que fait véritablement, moi, je continue d'indexer le ministère du Commerce par rapport aux questions de qualité. À la veille des fêtes, nous avions parlé de contrôle de qualité, des produits avariés et autres, mais ça aussi, c'est un élément fondamental. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un mécanisme de contrôle de ces produits? Est-ce qu'il s'agit seulement de vérifier sur les bouteilles ou bien sur les étiquettes, les dates, les dates de péremption? Normalement, le contrôle doit aller loin. Je sais qu'il y a une sorte de contrôle au niveau des frontières pour les produits importés, ce qui, on n'est même pas sûr de la fiabilité de ce contrôle-là. Mais lorsque nous sommes à l'intérieur, est-ce qu'il y a peut-être des centres inopinés pour vérifier tel ou tel? Et c'est là le problème se pose, parce qu'on importe tellement de choses que je me demande, généralement, comme je le dis, est-ce que il y a, par exemple, je prends un certain liqueur, est-ce qu'il y a une licence pour que lorsqu'on le compare au vrai, on puisse très vite le déceler? Donc, généralement, il serait difficile aux autorités de déceler ces choses-là s'il n'y a pas un début
de dénonciation. Donc c'est pourquoi la dénonciation, elle est fondamentale. Et aujourd'hui, vous avez manqué de faire, une œuvre de salubrité publique. Parce que lorsque vous prenez une boisson comme ça et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous savez où vous l'avez acheté. Il y a les unités de police. De moment, je pense, la première chose, j'attends peut-être de tomber sur ça et c'est ce que je recommande. Je pense que sur une piste, ça dit quoi? Vous prenez un produit, un liqueur, vous sentez carrément, il y en a qui disent carrément c'est de l'eau. Ça ressemble à de l'eau. Là, très vite, vous attaquez là où vous avez acheté en le traînant devant une unité de police, ce qui justifie de là où il a pris ce produit. Parce que je ne peux pas vouloir prendre un produit, je prends le produit et ça devient carrément autre chose. Donc, c'est déjà un contentieux entre vous et moi et ça permettra à terme de mettre de mettre à nu peut-être un grand réseau qui nous pollue le corps au quotidien en déversant sur le marché de ces produits impropres à la consommation. Ce sont des produits impropres à la consommation, c'est vrai, mais il y a que même dans ce réseau, comme nous l'avons lu, ils sont spécialisés dans la fabrication des whisky, comme on les appelle, des liqueurs de whisky, champagne, des champagne, voilà, avec des colorants. C'est vrai que vous n'êtes pas juriste, mais il y a plusieurs chefs d'inculpation qui pourraient être quand même retenus contre ces personnes-là parce qu'elles s'amusent avec la santé des populations et les combinaisons qu'ils font pour en arriver à ce résultat ne sont pas des combinaisons autorisées, donc on mélange tout et n'importe quoi aux grandes dames de la santé des populations. Mais au-delà de tout ceci, et nous le disions même au niveau de la période des fêtes, que fait l'association des... Parce que ceux-là qui défendent les consommateurs, on doit consommer des vivres, des liqueurs, voilà, qu'il y a un réseau. Qu'est-ce que ces gens d'associations-là font pour alléger les peines des populations? Oui, vous avez posé une très bonne question. Mais moi, et cette question, je me la pose aussi depuis quelques années. On n'entend plus parler d'associations de consommateurs. On se souvient, quelques années derrière, oui, de tapage par-ci, par-là, on grogne par-ci, il y a des déclarations, il y a des dénonciations. Mais depuis quelques années, on n'entend plus parler d'associations de consommateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui justifie ce silence suicidaire? Moi, je qualifie ça de suicidaire parce que oui, il y a beaucoup... je me demandais, est-ce que par le passé, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'intérêt à défendre dans l'association? Est-ce que parce qu'on dénonçait, il y avait d'autres des émoluments qui viennent vers eux, qui m'en discutent? Ce sont des vérités. Nous sommes sur une chaîne de télévision et nous devons dire les choses, en tout cas, telles qu'on les ressent. Oui, en tout cas, pour ce qui concerne la population. Les associations, moi j'en connaissais au moins 3 ou 4 par le passé, mais depuis un certain temps, elles sont inactives sur le terrain. Voilà de ces situations qui devraient déjà dénoncer, commencer par sensibiliser. Aujourd'hui, il y a quand même les réseaux sociaux qui accompagnent. On me dira peut-être qu'on n'a pas les moyens de communiquer autour de leurs actions, mais quand même, par le passé, comment est-ce qu'ils communiquaient? Comment est-ce qu'elles communiquaient avec ces associations? Ce sont là des questions qu'on se pose. De toutes les façons, moi, la dernière fois, j'étais heureux de constater qu'il y a environ 3 ou 4 mois, qu'il y a un groupe, je ne vais pas nommer l'association ici, pour ne pas faire de publicité, à cette association qui a créé un groupe WhatsApp dans lequel, bon, on a mis tout le monde, on passait des informations quand même. Je crois que c'est déjà intéressant. C'est dire que les associations des consommateurs ne font pas véritablement leur travail. Depuis quelque temps. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, alors que nous avons des situations qui sont là, dans nos marchés, etc. Beaucoup d'autres situations qui se présentent et qui les interpellent, puisque nous sommes tous impliqués dans ce qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui, impliqués ou concernés d'une manière ou d'une autre. Et donc,
nous avons intérêt à demander, c'est-à-dire ces associations ont intérêt à quand même donner de la voix désormais, comme cela se faisait par le passé, dénoncer des choses, prendre le devant, monter le point, aller au devant de la scène et faire des déclarations pour que les populations se sentent véritablement défendues. Ils sont en train de, ou bien elles sont en train de rater quelque chose. Pour ma part, ça c'est moi. Je suis déçu. Déception chez Théodule Moussa par rapport aux activités, aux actions de l'association des consommateurs sur le terrain. Je veux plaider un peu en faveur de ces associations. Puisque vous les maîtrisez un peu. C'est carrément comme les associations de défense, comment dire, des brimades commises en raison du genre, par exemple. C'est-à-dire, cette association ne peut pas fonctionner sans la participation citoyenne, sans la participation active des citoyens. Et c'est pourquoi je continue de dire que la question de dénonciation est primordiale. C'est-à-dire, lorsque vous avez de ces informations et que vous nous donnez et que vous ne donnez pas, et parce que je pense que ces associations, c'est sur la base des éléments qu'ils ont, que ce n'est pas parce que, bon, on a entendu quelque chose, peut-être quelque part, qu'on saute là-dessus. C'est-à-dire, on en a entendu, ça se répète ainsi, ça se répète de cette façon, ou bien en tel lieu, ça devient un problème de société. C'est à partir de ce moment-là, parce qu'ils ont aussi leur agenda, c'est à partir de ce moment-là qu'ils prennent telle préoccupation comme une préoccupation d'ampleur sur laquelle ils peuvent quand même conduire ou mener des actions. Et donc, c'est pourquoi la question de dénonciation est fondamentale. Si nous ne participons pas, parce qu'en vérité, ces associations, nous pouvons dire que nous sommes tous membres. Et si nous ne faisons pas quelque chose pour faire animer ces associations, ils ne pourront pas grand-chose, malheureusement. Ils vont peut-être passer sur les chaînes de télévision, de radio, mais ce qu'ils diront restera quelque peu lettre morte. Ce n'est que par les actions, par la dénonciation, ainsi de suite, que nous pouvons peut-être arriver à bout pour que, en fait, même, c'est exactement comme le disons la dernière fois, comme cette cellule présidentielle-là. En fait, quand la dénonciation va se répéter, en fait, il ne serait plus facile, c'est vrai que le délinquant trouve toujours des subterfuges, mais il ne serait plus aussi facile, d'accord, d'opérer aussi facilement. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si, nous le savons, il y en a même qui savent où ça se fait, mais on garde, on ferme les yeux là-dessus, on se dit, bon, ça c'est leur affaire, ça ne me concerne pas. Peut-être que ce qui est sûr, peut-être que moi, je ne tombe ça pas sur le produit, ou bien peut-être ainsi de suite. Donc, il y a lieu, même si ça nous concerne ou pas, c'est, comme je le disais tantôt, c'est une question de salubrité publique, et donc c'est une œuvre citoyenne. Il faut que si ces informations nous parviennent, d'une manière ou d'une autre, nous dénonçons. Nous dénonçons en ayant au moins un minimum d'informations sur l'élément cassé. C'est là, quand ça va se répéter, que ça deviendra une préoccupation réelle au plus haut niveau, notamment au niveau des associations, au niveau des structures étatiques comme le ministère du Commerce, le ministère de la Santé et autres. Tout à l'heure, Théodule parlait de ces associations dont la voix ne porte plus comme par le passé. Vous savez que quand on a la bouche pleine, on ne parle plus forcément. Est-ce que quelque part, ceci pourrait justifier cela dans leur rang? Non, moi, je me garde un peu de juger sans comprendre. Parce que, vous savez, chacun dans son domaine a, comment dire, la réalité qu'il vit que nous ne savons pas toujours. Parce que vous savez, et faire ces combats aussi, c'est aussi des moyens financiers. Il faut pas l'oublier. Ces associations, combien de personnes cotisent dedans? Ils ont décidé librement d'asseoir leur association. On ne les y a pas contraints. Quand vous décidez librement et que en cours de route, vous manquez les moyens pour atteindre vos objectifs, on ne peut pas vous inculper pour cela, d'accord? Donc, ce qui serait souhaitable, c'est de chercher à savoir pourquoi cette léthargie, d'accord, au sein des associations de consommateurs, et non tout de suite leur jeter la pierre comme si ils ne font rien. Parce que le problème, c'est que nous ne leur payons pas de salaire, d'accord? Nous ne les avons pas responsabilisés
pour quelque chose. Ils se sont librement et spontanément portés pour le faire. Donc, si à un moment donné, nous voyons que leurs actions, peut-être ça bat de l'aile, il faut chercher à comprendre. Peut-être que nous pouvons avoir même, par notre sollicitude, avoir peut-être, comment dire, pour les accompagner pour mieux se relever, pour mieux faire porter leur voix. Donc, il y a ça aussi. Donc, l'autre chose, vous savez, les associations comme celles-là ne fonctionnent pas à ce niveau. C'est des membres, c'est des personnes. Et vous savez, généralement, il y a aussi le militantisme associatif qui peut battre de l'aile, d'accord, en tenant compte du contexte socio-économique. Lorsque les difficultés se font jour, vous militez dans une association, mais vous-même, vous avez tellement de problèmes que difficilement vous parvenez à venir aux réunions parce que ce n'est pas payant, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Donc, à un moment donné, je pense que ces associations, quelque peu, se trouvent vides en termes de ressources humaines. Et donc, au-delà des questions d'ordre financier, de ressources matérielles, il y a la question de ressources humaines qui doit se poser. Donc, j'estime que ces associations, il faut aller chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi elles ont été autant actives par le passé et que maintenant ça bat de l'aile au lieu de leur jeter. Il n'a peut-être pas jeté la pierre. Vous savez que dans l'opinion, ça circule. Oui, il ferait un bon avocat pour ces associations de défense des consommateurs. Vous savez que dans l'opinion publique, ça circule. On dit que souvent que bon, voilà, ils auraient peut-être eu certains contacts et donc voilà, ils n'ont plus forcément les coups des franches pour jouer leur rôle. De toutes les façons, la santé des populations est mise en danger et c'est ça qui nous préoccupe. C'est une question de santé et aussi de salubrité publique. Est-ce que les autorités au plus haut niveau devraient s'auto-saisir de ces genres de dossiers, par exemple? C'est vrai que la police a démantelé ce réseau, mais est-ce que peut-être au niveau du ministère de la Santé et de celui de l'Intérieur, il n'y a pas des actions concertées qui devraient être menées, des réflexions conjointes à mener pour que ces poches-là qui ne sont pas encore découvertes dans d'autres localités de notre pays le soient pour que les populations ne tombent plus dans ces pièges? Je peux dire que le ministère de l'Intérieur, par exemple, fait bien déjà le travail à travers la police républicaine qui a certainement eu l'information. Et l'autre chose, rien ne peut se faire, que ce soit le ministère de la Santé ou de l'Intérieur, sans les informations. Est-ce que vous voyez, ce sont certainement les informations que la police républicaine a reçues et allé, en tout cas, mener des enquêtes jusqu'à démanteler le réseau comme ils en ont l'habitude. Je crois que ça revient encore à ce que nous disons, ce que Julio l'a dit et exposé, la dénonciation. Dénonciation. S'il n'y a pas des renseignements, s'il n'y a pas des informations, je ne sais pas ce que le ministère peut faire. C'est vrai, le ministère ou la direction peuvent s'organiser, mener des enquêtes de façon inopinée sur le terrain, fouiner un peu partout, mais il reste que nous, qui sommes population, nous avons notre rôle à jouer pour accompagner les structures, les mécanismes qui sont mis en place pour réprimer, en tout cas, réprimer je dirais, ces commerçants véreux, commerçants même, c'est trop les qualifier. Ces industriels non qualifiés. Oui, mais c'est parce qu'ils ont justement des consommateurs qu'ils produisent, puisque le circuit est très bien organisé. Malheureusement, c'est parce qu'ils ont de la clientèle, des gens qui... Bon, c'est vrai aussi que ces personnes-là ne sont toujours pas au courant, parce qu'il y a des personnes comme moi qui ne distinguent pas le vrai du faux en matière de boissons, donc on peut facilement nous tromper. Il se joue aussi de la vigilance des populations. Vigilance, oui, parce qu'il faut voir d'abord le lieu où ils fabriquent. Ils vont dans des coins reculés. Et d'abord, les premiers consommateurs de ces produits frelatés fabriqués dans ces coins reculés,
ce sont les populations immédiates. Est-ce que vous voyez, ce sont ceux-là. Et puis, ensuite, vers les autres qui ont reculé, malheureusement, c'est un problème, c'est un phénomène social qu'il faut véritablement décourager. Vous savez, les pauvres populations, celui qui est au fin fond de Savalou, le quartier où ça a été décelé, Dieu seul sait combien de bouteilles ont été vendues, combien de bouteilles ont coulé en tout cas au niveau des consommateurs, combien de bouteilles on a ingurgité, etc. Ce sont des problèmes. Et autour de Savalou, les autres qui ont reculé, c'est sérieux. Donc, je dirais que les responsables au niveau des ministères joueront leur rôle et continuent de jouer leur rôle. La direction de la police républicaine, je vous ai dit aussi, travaille et continuera. C'est à nous de les accompagner par des informations et par des dénonciations. Théodie, on aurait déjà peut-être consommé maintenant, qui sait. C'est ce que je dis, peut-être. Mais j'ai pris, attention, depuis que ça m'est arrivé, j'ai pris la position de ne plus aller au marché d'Antokpa, acheter, en tout cas, tout ce qui est boisson, tout ce qui est liqueur. Encore que même dans le marché, vous pouvez avoir du vrai. Du vrai, de très bonne qualité. Voilà, tout ce qui est là n'est pas de mauvaise qualité. Mais moi, personnellement, puisque j'ai eu le cas une fois, j'ai décidé de ne plus aller de ce côté-là. Tranquillement. Voilà. D'accord. Il y a d'autres certainement personnes. Que il y a quelque chose à ajouter. Oui, bon. En tant que bon défenseur de ces associations. Non, c'est pas ça. J'avais voulu un thème, vous savez, un thème de boisson. C'est pour avoir le vrai, c'est une question d'intelligence. Et c'est en même temps donc une question peut-être d'ordre économique. Vous savez, celui qui veut prendre un liqueur de 2000, de 3000, il n'est pas exigeant. Mais les vrais buveurs qui prennent de vraies boissons, ils sont exigeants. Lorsqu'ils prennent le goût, ils s'en rendent compte automatiquement qu'il y a une différence. C'est quoi? C'est comme, en fait, vous êtes buveur ou vous ne l'êtes pas. En fait, parce que les vrais, ils se rendent toujours, puis ils prennent une goutte, ils savent que ça là, il y a un problème. Mais pour ceux qui sont dans tout et du n'importe quoi, bon, tout passe, hein. C'est comme nos différentes qualités de Solabi, en fait. Bon, le vrai, le faux, on ne sait plus rien du tout, donc on boit tout, en fait. Et donc, c'est aussi ça, une question d'ordre économique, le faible pouvoir d'achat pour aller vers... Parce que ces gens-là, en fait, ils fabriquent des produits qui peuvent très vite écouler, d'accord, dans un environnement où, bon, peut-être ce qui est à 1500 sur le marché, rapidement, à 1400, on dit c'est moins cher ici, tout le monde se rue là, donc voilà un peu. Donc, il y a à ce que les consommateurs aussi soient exigeants par rapport à ce qu'ils prennent. Et si vous n'avez pas les moyens de quelque chose, il ne faut pas y aller. Il faut s'abstenir. Hein. C'est clair. Et ne pas oublier de dire que, en tout cas, quoi qu'on dise, frélaté ou non, l'alcool nuit dangereusement à la santé. D'accord. C'est la position de la faute de ça. C'est bien dit. Sinon, on aurait cru que nous sommes en train de prendre la défense des buveurs ou des alcooliques. Voilà. En tout cas, ceux-là dont on ne pourra plus prendre la défense, du moins dans le département du Zou, ce sont ces personnes-là qui se donnent à toutes les activités d'achat-vente communément appelées Adogbe. Le préfet du département du Zou a sorti justement une décision. Les maires ont été instruits pour mettre fin à cette forme d'arnaque qui fait des victimes dans ce département. Il s'agit d'une forme de tontine qui permet aux participants d'obtenir des vivres et autres objets dont le choix a été préalablement fait à la veille des fêtes. Plusieurs associations d'Adogbe dans le département du Zou ont fait les frais face au désagrément que cette activité cause aux paisibles populations à la veille de chaque fête de fin d'année. Le préfet Firmin Couton tape du poing sur la table par message radio numéro 12005/PDZ/SJ/DA du 7 janvier 2022. L'autorité préfectorale a suspendu ces activités d'achat-vente communément appelées à Dogbe. Déjà, Théodule Hunsa, est-ce que vous avez côtoyé ces personnes qui font dans cette activité? Est-ce que vous l'avez fait une fois?
À Dogbe, non. À Dogbe, vraiment non. Je refuse toujours parce que autour de moi, il y a eu plusieurs situations. Qu'est-ce qui se passe quand, en début d'année, déjà en janvier, à pareil moment, ils vous font la cour, ils viennent vers vous, ils vous montrent les carnets, derrière lesquels sont dessinés, soit vous avez un certain nombre de glacières, un certain nombre de casseroles, de marmites, des ustensiles, en tout cas tous ceux dont vous aurez certainement besoin, soit vous cotisez, c'est-à-dire les répartitions sont faites de sorte que si vous avez la possibilité de payer 100 francs par jour, vous le faites, 200, 300, ça dépend de votre bourse. Et voilà. Vous y engagez, vous êtes engagé dedans, et peut-être c'est fin novembre, ce sont des gens que vous ne retrouvez plus. Vous appelez leur numéro, on ne les retrouve plus, décembre, ils disparaissent, ou on commence par créer des histoires, vous pouvez créer beaucoup de, je dirais, les mots me manquent même pour qualifier, parce que j'ai été, pas victime, mais témoin de ces situations-là, au moins à plusieurs niveaux, où c'est des histoires jusqu'à ce que les gens se retrouvent devant la police pour régler, ou carrément ils disparaissent. Je crois que le préfet du Zou a pris une très bonne option. J'en connais, il y a des situations encore là maintenant, avant-hier, on en a parlé où ils ont disparu, ce n'est pas ce qui était promis qui est donné, ou carrément, c'est de l'arnaque pure et simple. Je crois que si les autres préfets peuvent prendre cette résolution pour que les gens s'en tiennent aux tontines réglementaires normales, vers des structures assermentées, reconnues, qui ont l'autorisation d'opérer, de faire ces opérations. Mais ça aussi, c'est une forme de tontine. C'est une forme de tontine, c'est de l'arnaque. Ils ont reçu quelle autorisation? Ceux qui le font ont été assermentés par qui? Par quelle structure? Ce n'est que de l'arnaque, oui. L'arnaque ou bien illégal. Faut pas dire que c'est de l'arnaque. C'est illégal. C'est illégal. Bon, excusez-moi, je vais c'est là. Quand c'est illégal, c'est presque de l'arnaque. Non, c'est pas formel. Il y a quelque chose qui cloche là. Julio, justement, Théodule parlait d'arnaque. Il y a que dans le message, il nous est revenu que cette décision de suspension du préfet fait suite justement à plusieurs plaintes des personnes qui se sont plaintes de ce que, à la veille des fêtes, ceux-là auprès de qui elles avaient versé leur tontine ont disparu, ils n'ont plus revu ces personnes-là, et donc les sous sont partis, les vivres aussi n'ont plus rien eu, et donc les cas comme ça se sont multipliés, du moins sur le territoire du département du Zou, ce qui a conduit à la prise de cette décision. Vous savez, d'abord une chose, on n'avait pas besoin de plainte, d'accord, pour arrêter de telles activités. Pourquoi? Parce que c'est illégal. Illégal pourquoi? Parce qu'il s'agit de collecte d'épargne. C'est de collecte d'épargne. Et vous savez, quand on prend par exemple les microfinances, ils font du crédit et de l'épargne. Le crédit, c'est ce qui est plus facile. Donc, pour avoir les agréments, pour faire rien que crédit, parce que vous ne faites pas courir beaucoup de risques aux populations. C'est-à-dire, c'est vous qui leur mettez de crédit à disposition, quitte à ce qu'ils vous remboursent. Mais l'épargne, la collecte de l'épargne, c'est-à-dire, vous demandez aux gens de déposer leurs avoirs. Le problème qui se pose, c'est que s'il arrive que vous n'arrivez pas à retrocéder ces avoirs-là au moment où il le faut, c'est-à-dire que ce sont les autorités publiques qui sont responsables parce que ce sont ces autorités qui auraient donné l'agrément. C'est comme par exemple pour les banques et les microfinances. C'est pourquoi la réglementation est tellement stricte que pour mettre en place des microfinances, pour faire de l'épargne, ce n'est pas une mince affaire. Et donc, toute personne qui collecte l'épargne du public doit en avoir l'autorisation, l'agrément. Si vous ne l'avez pas, vous êtes purement dans l'illégalité. Or, le phénomène à Dogbe, c'est un peu ça. Il faut dire que communément, il y a une différence entre le phénomène à Dogbe et la tontine. La tontine que la loi a semblé autoriser, d'accord, en réglementant certains aspects, c'est comme les associations de tontine. Nous sommes là, chaque semaine, on vient mettre 1000 francs ensemble, et Théodule ramasse en même temps, il part.
l'autre semaine, on se met, le 3 000 francs, c'est vous, Stanislas qui ramassez. Ça, c'est la tontine. C'est-à-dire quoi? Les fonds ne restent pas au devers de quelqu'un pendant des mois, des semaines, des mois. Ça, c'est l'association de tontine. Et là où c'est réprimé, c'est lorsque quelqu'un a bénéficié de la prestation, c'est-à-dire Théodule l'a ramassé, et quand vient le moment de donner sa quote-part, il ne donne pas. D'accord? C'est une infraction, je l'ai lu rapidement dans le code pénal. Le second aspect, c'est lorsque peut-être un responsable use de manœuvres frauduleuses pour ne pas donner la quote-part à un des membres. C'est-à-dire quand vous donnez votre tontine et vous n'arrivez pas à ramasser. Je voudrais citer l'article, notamment l'article 649 du code pénal, qui dispose sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 50 000 à 1 million de francs CFA, ceux qui faisant partie d'une association de tontine ou de tout autre regroupement destiné à procurer des avantages en nature ou en numéraire à ses membres auront de mauvaise foi refusé de fournir leur quote-part après avoir bénéficié des prestations auxquelles leur donnait droit leur participation. Donc, sont punis des mêmes peines ceux qui, membres des associations ou groupements visés à l'article précédent, auront ou employant des manœuvres frauduleuses privées ou tenté de priver un ou plusieurs autres membres des prestations auxquelles ils pouvaient prétendre. Et donc, la loi a semblé autoriser la création de tontine, mais en réglementant les revers que cela peut générer. Mais la doctrine en question, ce n'est pas de la tontine, c'est de la collecte de l'épargne. Parce que vous prenez les fonds des gens par semaine, par mois, pendant une année, d'accord? Et à la fin, vous leur donnez de l'huile, de ci, de ça. Et pendant ce temps, le système est faible, même pendant ce temps, vous pouvez, il y a des membres qui peuvent même solliciter des crédits. Crédit qu'on vous fait avec des taux. C'est-à-dire, vous pouvez solliciter, ça veut dire que l'épargne qu'ils collectent, ils font d'autres activités commerciales avec. Il y en a d'autres, c'est avec ça, les poulets qu'ils vous promettent là. C'est avec ça qu'ils mettent en place leur ferme d'élevage. C'est avec ça qu'ils commencent leur commerce d'importation de riz ou d'huile. Vous voyez un peu, donc, la question est plus profonde. Parce que généralement, comment vous pouvez prendre de l'épargne des autres et commencer une activité commerciale d'élevage et autres? Lorsque ça pète quelque part, l'élevage a trop de risques. Le commerce de l'importation, tellement pas de risques. Il est arrivé il y a cela 3 ans à Kpaou, j'en ai été témoin, un jeune comme ça qui faisait le phénomène. Et sa femme a eu de grosses pertes. Quand les gens ne commençaient pas à venir, il s'est suicidé. Je ne sais pas si vous avez, il y a environ 3 ans, à l'approche des fêtes, il s'est pendu. Il s'est suicidé parce que il ne pouvait plus supporter, en fait, la bagatelle, telle somme d'argent dont il était devenu débiteur. Donc, en vérité, les autorités étatiques interviennent dans ces matières-là. Il faut que la population le comprenne, non pas pour brimer, mais c'est pour protéger, pour prévenir d'éventuels, comme Théodule l'a traité de le dire, actes d'anard. Parce que ça, oui, si on va dans le fond, ça peut être traduit ainsi. Parce que je vous mets là, je vous dis, c'est si. Alors que moi, je sais que je vais prendre votre épargne pour aller investir dans autre chose. Si éventuellement cette autre chose ne marchait pas, votre épargne, l'épargne des uns et des autres devient risquée. Et donc, c'est ce qui est arrivé dans le zoo. Les plaintes étaient devenues tellement nombreux à la veille des fêtes, les souscrivants n'arrivaient plus à rentrer en possession de ce qu'ils devaient, ou bien ils rentrent en possession, mais à une proportion diminuée par rapport à ce qui leur était promis quand ils avaient commencé. Et donc, quand ça se passe comme ça, l'autorité est obligée, d'accord, de prendre des mesures pour réglementer, parce que ça ne pouvait pas continuer. Et c'est le moment, en même temps, je pense qu'ils vont y réfléchir, s'il y a lieu, soit de le supprimer ou bien de le recadrer, parce que, à l'évidence, c'est que ça sert à quelque chose. Et c'est pourquoi il y en a qui témoignent pour dire, ah, vraiment, moi, j'ai reçu, et ça m'a beaucoup aidé pour les fêtes, ça m'a permis de donner à ce que je peux donner pour les parents, donc, à l'évidence, ça aide. Si tant est que ça a une utilité, donc, il y a lieu qu'on recadre. Il faut que ces gens-là, qui sont les responsables, soient dans un circuit formel qui ne permettent pas de distraire les fonds, ou bien qu'il y ait des assurances conséquentes qui
quel que soit ce qui se passe, le souscrivant soit rassuré de ce qu'en fin d'année, il aura ce qui lui a été promis et en quantité promise. Mais il y a que l'information passe de bouche à oreille, Théodule. Et quand vous faites foi à Julio qui vous dit qu'il a fait l'expérience et que ça lui a marché, il vous en parle et vous vous inscrivez. Et ces personnes-là ont pignon sur rue, notamment parce que l'information a beaucoup circulé et plusieurs en ont fait fortune. Non, mais si l'information circule, c'est vrai que nous sommes en train de parler de ces associations, mais il y en a là-dedans, Julio l'a dit, et ça, en tout cas, ça se fait remarquer dans votre intervention. Mais il y en a dedans qui sont sérieux, honnêtement. Ils n'ont pas l'agrément, ils ne sont pas autorisés, c'est pas légal, tout ce qu'ils font, mais qui sont sérieux. C'est-à-dire, à la fin, vous, les participants, les souscrivants, ont leur part, ce qui leur promis, réservé. Il y en a qui sont vraiment sérieux, ce qui fait que, oui, l'information passe alors de bouche à oreille. On le dit, oui, j'ai fait chez telle personne, il est sérieux, ça a marché à la fin de l'année, j'ai eu ce que je devrais avoir, ce qu'on m'a promis, ce qui m'a permis, en tout cas, d'accompagner les parents, les amis, les proches et tout, et même la famille. Je crois qu'il y en a qui sont bien dedans, mais à côté de ça, il y en a. Oui, de véritables filous, vous ne les retrouvez plus. Le patron n'est plus là. Vous allez chez lui, c'est sa femme, c'est les enfants qui disent il n'est pas là, et tomé. Et voilà, des situations que vous traînez, alors que vous avez jeté peut-être toute votre dévolue sur ces produits, toute une programmation. Vous avez fondé tout votre espoir sur ça. Ce n'est que ça. Et malheureusement... C'est l'hécatombe à la maison. C'est l'hécatombe à la maison. Je crois que nous, comme Julio l'a dit, il va falloir qu'on réfléchisse soit à un recadrement de ces activités ou carrément l'interdit et les orienter vers les microcrédits. Le microcrédit que l'État a mis en place à l'AFIA quand même pourrait déjà accompagner les gens pour l'activité économique à la base. Oui, ça va vous permettre d'entreprendre quelque chose. C'est-à-dire quoi, vous être au moins là économiquement autonome. Autonome avec le produit. Donc, pour aller faire leur épargne dans les structures agréées, accréditées. Oui, au fait, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire en fait. Aller dans les structures agrémentées, assermentées, reconnues, les structures légales qui ont l'autorisation pour mener leurs activités, pour en tout cas faire ces épargnes. Et à la fin, moi, j'ai dit, il vaut mieux que je dépose mes sous là-bas et que je dise peut-être à la fin, déjà début décembre ou mi-décembre, j'ai ce que j'ai cotisé pour pouvoir faire. Mais le problème, est-ce qu'une structure de microfinance peut accepter une épargne de 500 francs par semaine? C'est là, j'en venais justement, Julio et Théodule, vous allez opiner là-dessus. Qu'est-ce qui fait que l'engouement des populations est constaté vis-à-vis de ces genres de tontines communément appelées à Dogbe? Qu'est-ce qui fait la différence avec les structures agréées dont on parle? C'est parce qu'il doit avoir forcément quelque chose qui intéresse et qui attire. C'est l'accessibilité. L'accessibilité par rapport à ce qu'on peut appeler la quote-part. D'accord? Comme je le disais tantôt, 200 francs par semaine, il y en a pour 200 francs par semaine, 500 francs par semaine. Tu peux opter pour 500 francs et tu dis, bon, je vais faire 3 fois ou 3 mises ou 4 mises, je vais faire 2000. Quelle structure de microcrédit peut consentir une épargne de 200 francs par semaine ou de 500 francs par semaine? Donc, il y a une question d'accessibilité qui est conforme, d'accord, à une question de revenus ou bien au niveau dans nos populations. Et donc, c'est ce qui s'offre le mieux, d'accord, pour nous permettre, parce que les gens, vous savez, il y a question d'épargne essentielle, hein. Tous autant que nous sommes, nous épargnons, mais à de très petites échelles. C'est-à-dire, le problème, c'est surtout dans ce niveau-là, cette très petite échelle-là, et il y a quelqu'un qui vient offrir le service, vous y allez librement parce que vous n'arrivez pas à garder ça sur vous. Et donc, ça fait aussi une contrainte des fois, et c'est un mouvement de foule. Donc, ça marche bien, ça amène les gens à se débarrasser de 200, 500, sans même en souffrir. D'accord? Et donc, ça peut justifier le fait que l'engouement soit fort. Et lorsqu'on arrive
à la période de fête. Quoi qu'on puisse dire, vous savez, ces gens-là, ils ont au moins un minimum d'assurance. C'est-à-dire, au pire des cas, j'ai au moins un sac de riz, j'ai au moins 2 litres d'huile, j'ai au moins un poulet, quelques canettes. Donc, voilà. Au pire des cas, ils ont cette assurance-là. Et donc, vous savez, l'être humain vit d'espérance. Quand ils ont cette expérience-là, tous les autres problèmes, ils peuvent valablement les affronter. Et donc, tout cela peut justifier l'engouement. C'est pourquoi je dis, la question, l'initiative a une utilité pour les populations. Et donc, c'est pourquoi il doit y fondamentalement réfléchir. S'il n'y a pas lieu d'interdire ça, de chercher à recadrer. Et recadrer, c'est de mettre en fait des conditions minimum, d'accord, pour être promoteur de ces genres d'initiatives. Il y en a, par exemple, qui disent, par exemple, que pour eux, j'ai fait le débat une fois avec quelqu'un, pour que lui, il souscrive là, qu'il ait l'assurance que le promoteur soit chez lui, qu'il réside chez lui, c'est-à-dire là où il vit, là, que ce soit chez lui et que soit quelqu'un comme du quartier ou bien qu'il y ait une certaine aisance, on sait que bon, il ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Bon, imaginez comment, par exemple, vous pouvez confier votre argent à un locataire, par exemple, qui une nuit peut disparaître, par exemple, une nuit. Donc, en fait, il faut que la personne vive chez lui, il faut qu'il y ait une famille, d'accord, des enfants, des femmes, ou bien d'autres familles que l'on connaît. C'est-à-dire qu'on soit sûr que du jour au lendemain, il ne disparaîtra pas et qu'il soit reconnu comme étant d'une grande probabilité, d'une grande moralité au sein de la zone. Donc, il y a tous ces aspects-là dont les gens tiennent compte. Mais ça ne préserve toujours pas des risques inhérents à toute activité. Parce que des fois, ce n'est pas... les gens ne le font pas sciemment. Comme j'ai dit tantôt, vous mettez les sous dans une activité, élevage et tout, et ça pète. Donc, et qu'est-ce qu'ils font ils prennent leurs jambes à leur cou, ils disparaissent. Donc, ce n'est pas facile pour ces gens-là. Donc, il y a lieu, ce que je dis, en fait, c'est quoi? En même temps que l'on préserve l'épargne des populations, c'est une manière aussi d'aider ces promoteurs. Pourquoi pas ne pas une sorte de professionnalisation pour les aider eux-mêmes à mieux gérer ce qu'ils font. Parce qu'il y en a qui le font, qui initient ça parce que tel l'a fait et ça lui a réussi. Moi, mais je peux faire ça dans mon quartier, moi, mais je peux faire ça dans ma vente. Avec quelques conseils. Avec quelques conseils, ils se lancent. Or, vous savez, toute activité commerciale, notamment en cette matière-là, a besoin d'un minimum de sérieux, d'un minimum de compétences, de savoir-faire autour. Sinon, ça va vous casser entre les mains très rapidement. Donc, les initiatives, je pense, l'acte du préfet, c'est de dire, peut-être arrêtez d'abord. Hein. Il faut que cette affaire-là, on va clair dedans pour voir s'il y a lieu de réorganiser. Donc, c'est au bénéfice aussi bien des promoteurs que des épargnants de ces groupes de Adogbe-là. Tout à fait. Il faut peut-être recadrer, Théodule, pour permettre à ceux-là qui font dans cette activité d'être bien réglementés, de ne pas se laisser aller à des dérives. Mais je lui parlais de ces personnes qui doivent avoir peut-être une certaine probité. On sait qu'il y en a dont on connaît les domiciles, dont on connaît la famille, mais qui, un bon week-end, disparaissent avec toute leur famille. Ils auraient même à l'avance vendu la maison, donc on les a vus la veille, mais on ne savait pas qu'ils étaient en train de partir. Le lendemain, on ne les retrouve plus, ni avec les femmes, ni avec les enfants. Et c'est bonjour les dégâts. Donc, quelle que soit la probité ou la connaissance qu'on peut avoir de la personne dans le quartier, il faut faire attention aussi. Oui, ça, il faut faire attention, mais pour les quelques cas, c'est vrai qu'on n'a pas l'information concernant tous les cas. Les quelques cas qu'on a reçus, les gens les intéressés n'ont pas vendu maison et tout, et sont partis avec la famille. Généralement, c'est le responsable. Avant d'en arriver là, Julio l'a dit, il y a une certaine probité, une certaine moralité et tout, qu'on doit, la personne doit être d'une certaine moralité bien connue, d'un certain sérieux qui rassure les souscrivants, ce qui fait que les gens vont vers cela. Mais d'un autre côté, ceux qui, à la limite, pour des situations ou pour d'autres, ont raté l'opération, n'ont pas pu servir. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'en vont.
Et ils s'en vont, vous ne les retrouvez pas. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne les retrouve pas. Et au finish, vous vous retrouvez devant la police. On se dit, il y en a qui vont jusqu'à dire, bon, je vais payer un peu, je vais vous payer un peu. Et puis ça devient une routine. Jean vient, la date 10, tu viens. À la date 15, c'est Pierrette qui vient, c'est Ayaba qui vient, ainsi de suite. Vous n'avez plus la cagnotte qui vous est promise, pour laquelle vous avez souscrit, tout est émietté et ça devient un problème. Je crois que nous devons tous réfléchir à cela, réfléchir et demander l'appui des autorités. Vous savez, ce sont ces activités. Est-ce que c'est vrai, ça relève de la responsabilité de l'État, c'est du pouvoir public, c'est la collecte de l'épargne. Les tests sont là d'ailleurs, qui réglementent tout. Maintenant, si vous y allez, sachez que c'est à vos risques et périls et que les responsables, ceux qui s'adonnent à ces activités, doivent véritablement eux aussi y mettre du sérieux, si tant est que ils veulent que les gens, ils veulent pas se retrouver derrière les barreaux, parce que quoi qu'on dise, on va vous demander, quand ça va péter, on va vous demander si vous avez l'autorisation, si vous avez les compétences requises pour mener ce type d'activités qui sont réglementées. Vous savez, on a encore souvenir de ces moments, de ces activités que nous avons, dont nous avons été témoins, victimes d'une manière ou d'une autre, ici en termes de collecte d'épargne qui n'a plus à personne. Je crois qu'il va falloir qu'on veille au jour le jour, au quotidien, à ce que des situations ne se présentent pas. Le préfet a raison d'arrêter ces activités-là. Pour le moment, le temps de réfléchir, je crois que ça fera effet, certainement. Oui, est-ce qu'il y a lieu de généraliser cette décision aux autres départements? S'il y a possibilité, quand on regarde le contexte, quand même. S'il y a possibilité, c'est dans Cotonou même que ça se passe beaucoup plus. Et les soirs, quand vous allez dans les restaurants, les bonnes dames qui vendent, oui, les soirs, ils passent pour collecter ses sous. La dame vend déjà à 500 000 francs. Donc, voici ma part. Et puis, voilà. Il va falloir qu'on fasse un travail sérieux là-dessus. Quand même, c'est pas légal parce que, quoi qu'on dise, ça fait quelque chose à la population. Et partant, il va falloir qu'on voit dans quelle mesure on peut véritablement cadrer ça. Cette décision du préfet du département du Zou, Julio, vient pour régler peut-être un problème, mais est-ce qu'on n'en crée pas d'autres en réglant ça, puisque ces personnes-là qui se donnent à ces activités, c'est un peu comme leur boulot. Elles s'y adonnent, elles organisent ça et à la fin, elles en tirent leur pitance. Est-ce que ce n'est pas créer peut-être des sans-emploi, entre griffes ou des désœuvrés, que de suspendre ces genres d'activités? Est-ce que ça n'aura pas d'autres conséquences? Lorsque votre activité fait courir des risques aux autres, d'accord, il y a vraiment lieu de l'arrêter. Mais on vous dira que toute activité a des risques. L'autre chose, moi je ne mettrai jamais mon épargne entre les mains de quelqu'un qui n'a pas d'activité, et c'est ça qu'il met en place spontanément pour se tirer des griffes du chômage ou bien de ce que vous dites là. Parce que généralement, voilà l'autre aspect de la chose. Il doit être quelqu'un que l'on doit savoir être économiquement stable. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas fonder votre bien-être sur spontanément sur l'épargne des autres. C'est pourquoi ceux qui le font généralement, je pense, au-delà de ceux qu'on connaissait des tontiniers classiques que nous connaissons. Et donc, c'était l'activité, et vous les voyez les soirs, leur sac en bandoulière, passer de maison en maison, qui ont ça pour activité. Mais ceux-là, dont on parle, c'est des gens qui ne devraient normalement pas fonder leurs occupations quotidiennes, rien que sur cela. Et donc, encore une fois, quel que soit ce que l'on puisse dire, il n'y a pas de raison, chômage, d'être désœuvré. Lorsque une activité que vous menez fait courir des risques aux autres membres de la communauté, il y a lieu que l'autorité intervienne pour dire stop. Et quand on dit stop, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas forcément stop, c'est arrêter
pour mieux voir Pour cette mieux chose, voir la situation. si tant est que cela emporte une certaine utilité pour la communauté. Donc, Mais quant à la décision de généralisation aux autres départements, qu'est-ce que vous y voyez? non, bon, il n'y a pas à généraliser. S'il doit généraliser, ça sera l'office, d'accord, du ministère de l'Intérieur ou de la décentralisation, parce que jusque-là, chaque préfet agit en tenant compte de son contexte et des éléments qui ont cours dans son aide de compétences. Donc, si je prends Cotonou, s'il n'y a pas de cas qui soit porté à la connaissance du préfet, un ou deux cas qui soient à l'avant, le préfet ne peut pas voir parce que on a interdit l'activité du Adogwe dans le zoo, l'interdit spontanément comme ça à Cotonou. Si ça doit être fait, c'est peut-être sur la base des éléments d'information remontés au niveau du ministère de l'Intérieur ou de la décentralisation, c'est ceux-là qui peuvent prendre des mesures d'ordre général sur tout l'ensemble du territoire pour circonscrire ne serait-ce que le mal. C'est ça. C'est vrai que toujours dans ce message du préfet du département du Zou, on dit que les chefs d'arrondissement sont invités à identifier les opérateurs de ces activités ainsi que les lieux de leurs établissements et à tenir une séance avec eux en vue de leur notifier l'arrêt des dites activités. Amener ces opérateurs à faire le point financier des opérations en cours et procéder au règlement immédiat des fonds déjà collectés. Mettre en garde ces derniers à ne plus continuer ces opérations au risque d'être interpellés et présentés au procureur de la République. Voilà. L'autorité a fait fort. Maintenant, le seul hic, tout est bon, d'accord, mais est-ce que les fonds là, collectés peut-être depuis début janvier, sont disponibles en numéraire actuellement? Nous sommes qu'au 24, Julien. Ah ben janvier 2021. Peut-être que... Ah, je vous parlais de janvier 2021? Non, de 2022. Cette année. Déjà, Oui, l'activité, oui, généralement, aussi. ça prend... Et excusez-moi de le dire comme ça, il y en a qui prennent pour ce début d'année, d'accord, pour régler pour ceux de l'année antérieure, qu'ils ont dû retarder pour dire, bon, attendez. Donc, est-ce que ces fonds sont disponibles pour être restitués? Je pense, en fait, il revient, il faut agir avec méthode pour ne pas créer peut-être la psychose. Pour ne pas créer la psychose, c'est quoi? Cette séance dont les chefs d'arrondissement prennent l'initiative, c'est-à-dire très bien. Et donc, c'est en ce moment-là qu'il faut d'abord leur demander, d'accord, l'état de la situation pour que chacun, à son niveau, d'accord, puisse présenter la situation financière de ses souscrivants telle qu'il fait. De sorte que s'il y a des gaps, c'est en même temps le moment de commencer par voir. Parce qu'il ne suffit pas de dire, vous devez restituer. Ceux qui ne pourront pas vont prendre la clé des champs. Ça sera encore un autre problème. Donc, il faut circonscrire le mal. Il faut, parce que il n'y avait pas de précédent. Donc, je pense, quoi que l'on fasse, il faut les accompagner. D'accord? Il faut accompagner ces promoteurs-là à, s'il y a le de remboursement, à rembourser. Et pas d'accompagnement parce que j'estime que certainement, on n'aura pas les fonds disponibles en numéraire à 100%. Donc, il y a forcément peut-être, comme je l'ai dit tantôt, des gens qui ont déjà investi dans ça, dans autre chose, parce qu'il s'agit de fluidifier aussi quelque peu l'argent. Eux-mêmes, les thésauriers, je n'ai pas le sentiment qu'ils mettent ça dans une caisse là, non. Ils les jettent aussi dans le circuit économique. Donc, il faudra les accompagner, voir tous les contours de la chose au niveau de chacun pour voir quelles sont les mesures idoines pour ne pas créer au sein des populations la psychose. Parce que en fait, c'est quoi? Ça peut créer, comme ce qu'on dit, la panique au guichet. D'accord? Les populations entendent ça, ils vont se rouiller. D'accord? Dans la maison du promoteur, je veux mon argent. Ça peut amener autre chose. Donc, je recommande vivement que ces promoteurs soient, par le chef d'arrondissement, soient accompagnés, soit de trouver un mécanisme qui permette de résorber la situation au mieux. Merci beaucoup, Julio Tometi. Vous êtes juriste, analyste politique. Merci à vous, Théodule Hunsa, journaliste à ETélé. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin votre émission. N'oubliez pas, à partir de 21h30 sur nos antennes, vous allez suivre une émission spéciale sur la situation qui prévaut actuellement au Burkina Faso. C'est ça, hein?
Au Burkina Faso. C'était le Mali, maintenant c'est le Burkina Faso. Le pays de Thomas Sankara. Thomas Sankara, voilà. Donc, exactement, vous suivrez un plateau spécial sur l'actualité au Mali. Notre page Facebook, c'est l'actualité au Burkina Faso. L'actualité au Burkina Faso, pas au Mali. C'est ça, sur l'actualité au Burkina Faso. Voilà, d'accord, je me reprends. Vous allez suivre tout à l'heure une émission spéciale sur l'actualité au Burkina Faso. Voilà, c'est vrai que les deux pays en partagent une frontière. Suivez-nous sur Télé en direct via notre via notre page Facebook, via notre compte Twitter Télé Live, notre chaîne YouTube Télé Bénin, en direct via notre application iOS. Merci à tous, passez de bons moments en notre compagnie.